Salut Hugues, ça va? Salut Greg, ça va et toi? Ça va pas mal. Bon bah on se retrouve ici pour une petite causerie du repère sur le thème, ça va être un objectif. Canon France nous a proposé de regarder quelque chose qui leur semblait sympa. On a dit bah on va voir si ça nous semble sympa aussi à nous. Ouais, on a trouvé ça intéressant et c'est aussi pour ça qu'il y a Hugues qui est avec nous, qui est opticien de cinéma, qui est colocataire du repère et qui va être ici pour nous donner son point de vue de spécialiste. On va se parler du 24-105 f2.8 Canon. C'est une nouvelle optique, c'est celle-ci là. On l'a testé sur la testbox. Hugues l'a testé avec ses outils, ses instruments de professionnels de l'optique. Je l'ai emmené sur un tournage. On va vous donner un premier avis. C'est pas du DxOMark non plus, c'est pas le but. Mais voilà, c'est une petite review un peu appuyée. C'est pas des gros tests élaborés non plus. Mais on va vous dire ce qu'on en a pensé, en gros. Comme ça vous aidera peut-être à vous faire une idée sur cet objectif qui est quand même un peu une révolution, le premier du genre qui propose un range comme ça à tout faire, de l'autofocus, de la stab et f2.8 surtout. En 24-105, on pensait pas que ça serait possible. Canon l'a fait, j'ai envie de dire. Donc nous, on l'a essayé. Voilà, on va vous dire ce qu'on en pense. Alors ça dépend des visions de chacun. Pour moi, l'intérêt principal, c'est d'éviter d'avoir à changer d'optique trop fréquemment. Soit parce qu'on est feignant, c'est une bonne excuse, soit parce qu'on n'a pas dans des conditions qui permettent de le faire facilement, parce que c'est sale, ou parce qu'il pleut, ou parce que pire qu'il pleut, il y a une tempête, ou on est dans une manifestation, enfin bref, c'est compliqué, on veut pas perdre de temps, ou même risquer de changer une optique, ça c'est à mon avis la raison principale. Ça peut être économique, alors c'est pas toujours vrai, parce que parfois, avec 2 ou 3 focales, on en a pour pas plus cher qu'un zoom un peu haut de gamme, ça c'est à voir. Ça peut être pour des raisons de compacité, parce qu'on voyage dans des pays compliqués, on va dire, loin, où on peut pas amener trop de bagages tout bêtement, hein, ou même ça peut être une randonnée montagne, voilà. Alors pareil, ça se discute parce que une grosse optique, ça peut être plus lourd que 2 ou 3 focales fixes, ça dépend ce qu'elles font et ce qu'elles proposent. Et puis je crois que la dernière raison, ça serait juste de pouvoir faire un zoom dans le plan, un zoom au sens audiovisuel, quoi, on enregistre le changement de focale. Voilà, ce qui est pas très courant en cinéma, ça se fait un peu, notamment pour faire des transtraves, ou parfois avec des intentions très marquées. Ça se fait plus en captation, type sport ou musique. Ça se fait beaucoup en concert, par exemple. Les zooms permettent de ne pas changer les matchbox, C'est vrai. de jamais s'embêter. On a une seule config et on se retrouve dans la position où rien ne bouge. Donc c'est un peu ce que Tu vas tu gagner du temps en racontais, mais en tournage, ouais, plus, effectivement, sans au niveau changer d'optique. accessorisation, Ouais. c'est quand même vraiment pas mal. Ça évite effectivement de le faire tomber quand on le manipule. C'est bête, mais ça arrive régulièrement. Sinon, j'existerais pas. Faites tomber plein d'optiques. Après, il y a toujours l'histoire de la qualité du zoom par rapport au focal fixe, qui aujourd'hui est plus vraiment vrai. Après, il faut regarder les séries, bien sûr, il faut définir ce qu'on nomme qualité, si on parle de look ou si on parle de définition. Mais aujourd'hui, clairement, les zooms ont, surtout dans ces gammes-là, des qualités largement équivalentes au focal fixe. Donc la question de prendre des focales fixes plus qu'un zoom parce que les focales fixes sont en meilleure qualité, on n'est plus là. On va choisir son zoom parce qu'il est bon, on va choisir ses focales fixes parce qu'on apprécie leur look, et puis si on peut choisir un zoom avec du look, là c'est Noël. Tout le monde est content, et effectivement un zoom, surtout avec cette ouverture-là, on est quand même sur quelque chose qui est très intéressant. Par contre, tu as quand même l'ouverture, c'est-à-dire que quand même, on va être limité à f2.8, ce qui est suffisant pour faire du docu, du reportage et même pas mal de fiction. Mais si on veut aller un petit peu plus loin, on va quand même se rabattre vite Voilà. vers des optiques fixes pour faire T1.4 ou T2.0. Voilà. Là, il y a quelques zooms qui proposent ce genre d'ouverture, mais c'est quand même commence à être rare, surtout sur du full frame, quoi. Avec des petits ranges. Voilà, et puis les ranges sont courts, du coup c'est pas si pratique que ça, quoi. C'est clair. C'est obligé de changer de zoom, voilà, à la place de changer de focale fixe. Pour le cinéma, moi ça me semble quand même moins adapté que pour le docu, parce que en docu des fois tu es obligé de refaire ton cadrage, et c'est bien sympa d'avoir une focale un peu bâtard pour couper un truc qui est moche. Normalement en fiction on a repéré un décor et on a choisi, mais il y a certains réalisateurs qui sont qui improvisent sur place, Allez, on y va. qui disent que finalement on va shooter dans l'autre sens, voilà. Et là, pour ce coup-là, ça peut peut-être être cool, s'il n'y a pas un budget de ouf, d'avoir un bon zoom pour se concentrer sur le reste, quoi. Celui-là en particulier, de zoom, il répond à mon avis à une problématique, la question que tout le monde se pose, je veux en acheter qu'un et je veux qu'il fasse tout. Et en fait, ça n'existait pas jusqu'ici, on est toujours obligé de faire des sacrifices. Par exemple, là, il y a le 24-70 Canon f2.8 IS en RF qui est très bien, hein, mais il fait que 24-70 f2.8. Après, il fallait le changer pour un 70-200, on en avait deux. Et donc, il y a des gens qui disaient, ouais, mais j'aimerais bien avoir le 24
105, c'est celui-là, mais il est f4 lui. Voilà. Donc en fait, ben, il ouvre pas f2.8. Et on se disait, ben, ça sera pas possible de trouver une solution, soit j'aurai ces deux-là, soit celui-là. Alors celui-là, il a des avantages en termes de compacité contre ces deux-là. Ceux-là, c'est la qualité, on va dire, ou l'ouverture. Et on pensait pas que... Enfin, d'ailleurs, chez aucun constructeur, ça existe, quoi. On avait un peu laissé tomber cette idée de dire, j'aurai un zoom qui fait tout. Et en fait, ça existait avec, au prix de bien des sacrifices, souvent l'ouverture, quand même, et voire même la qualité d'image. Il y a des 18-135 qui existent, ou des 18-200. 18-300 même. Voilà, bon, ça fait qu'un seul zoom, mais ça ferait peut-être pas que des belles images, on va dire ça comme 3, ça. 5, 5, 6 d'ouverture, donc effectivement, si vous êtes en pleine neige, il n'y a aucun souci. Si maintenant vous êtes en conditions un peu compliquées avec une caméra qui monte assez peu en ISO, vous allez être extrêmement limité. Ouais, ou juste si tu recherches à avoir une courte profondeur de champ, à certaines focales, Ah, c'est fini. ça sera On est compliqué d'accord. aussi. Et puis même la qualité optique générale de, en tout cas, genre le Sigma 18-200, un truc comme ça, c'est pas ce que j'ai vu, ou même chez Canon, hein, l'équivalent, c'est pas les meilleurs, forcément, quoi. Surtout qu'en général, ils sont parmi les zooms accessibles, voilà, les moins chers, pour justement les gens qui disent, bah moi, j'ai que les moyens pour une optique, il m'en faut une qui fait tout, et qu'on pas accepter, en fait, que l'intérêt de leur caméra, c'est qu'elle peut changer d'optique, et donc, ils prennent que ce qu'ils ont besoin, voilà, ça, c'est une évolution qui vient après dans le cheminement. En fait, voilà, il y a un truc qui fait un peu mentir ça, la 16-24-105 f2.8, parce que justement, bah, en gros, il propose de faire un peu ce que font ces trois-là. Voilà, il va s'arrêter à 105, mais il va bien être f2.8 comme lui, et il va bien faire 24-105. Et ça, bah, on pensait pas que c'était vraiment possible. Canon avait dit, quand ils ont sorti le RF, que ça permettrait de nouveaux designs, etc. Et personnellement, je pensais que c'était un petit peu marketing quand même s'il y avait déjà eu un 28-77 2.0 qui est assez sympa, mais en vrai, il était tellement gros, tellement lourd que je suis pas sûr que ce soit très pratique, mais bon, c'est une première sur le marché de l'optique. Mais je m'étais dit, ça s'arrêtera peut-être là, en fait. Et ben non, ils ont sorti un 24-105 f2.8, qui est quand même relativement compact, parce que, alors, il est un peu lourd, hein, il fait 1,3 kg, mais c'est un 70-200 EF, hein, si vous avez déjà eu entre les mains. Et surtout, en termes de compacité, il faut quand même relativiser. Voilà, parce que quand ils sont dépliés, quand on s'en sert totalement, mince, voilà, il n'est pas si énorme que ça, quoi. Voilà. Évidemment, pour le ranger, il occupe le même espace. Et ça a aussi des avantages et des Des inconvénients. inconvénients. Mais en même temps, effectivement, là, vous avez une frontale qui est complètement fixe, qui ne tourne pas, qui n'avance pas, pour un matbox, pour un clip-on, pour un fil polarisant. Surtout un double polarisant pour faire office de des variables. Ah, c'est fini. Bonjour, bonjour la prise de tête, quoi. Sur toute la partie design optique, on va avoir deux paramètres qui sont importants sur des zooms qu'on peut appeler trans standard. On va avoir la diagonale du capteur, c'est elle qui va définir le grand angle ou le téléobjectif. C'est-à-dire que si vous avez un 50 mm, il pourrait être un super téléobjectif si vous utilisez par exemple un capteur 2/3 de pouce, voire en fait un réel grand angle si vous utilisez une chambre ou même carrément une plaque, un moyen format effectivement. Là en l'occurrence le 24-36 a une diagonale capteur de 43,3 mm, ce qui veut dire que là vous êtes 2 fois plus large, à quelque chose près bien sûr, hein, en termes de focale, que la diagonale. Et vous passez à quelque chose comme 2 fois et demi la diagonale capteur en téléobjectif. Du coup vous avez vraiment un super trans standard. Là où on s'arrêtait historiquement à quelque chose comme un 28-70 de 8, puis après 24-70 de 8, là maintenant on passe à 24-105 de 8 sur cette optique. La deuxième chose critique au niveau de la conception d'un optique, c'est effectivement le tirage. C'est la distance entre la monture et le capteur, qu'elle soit monture objectif ou monture caméra. Elle était essentiellement due à un miroir posé soit sur les réflexes photo ou soit sur les caméras argentiques réflexes, qui faisait que le miroir étant en travers, on ne pouvait pas rentrer proche du capteur de façon à mettre la dernière lentille au plus proche de l'élément de captation d'image. Sur par exemple du Nikon ou du Canon, qui ont des tirages de l'ordre de 46-47 mm, c'est que pour concevoir un optique de 50 mm de focale, sur le principe, une simple lentille de 50 mm de focale peut être posée devant la monture et ça vous fait un objectif pas de très bonne qualité, mais avec beaucoup d'effets. Si maintenant vous voulez une focale plus courte que le tirage, il vous faudra rentrer la lentille dans la chambre. Ce qui fera qu'à cause du miroir qui se lève et qui descend, ça va faire un schling. Et typiquement sur les ingénieux optimaux, d'ancienne génération si je peux le dire, vous avez la possibilité de changer la monture en EF, et sur l'arrière de l'optique vous avez bien marqué attention, ne pas monter sur des caméras miroirs parce que sinon en général la caméra n'aime pas.
Ça arrivait avec les 5D quand on C'est a ça, les sorti des 5D. super Tacumar C'est M42 exactement ça. Ting, hein, miroir. Pouvoir monter, par exemple, un 14 mm sur un tirage de 46 ou 52 mm pour du PL. Vous devriez rentrer votre lentille de 14 mm à l'intérieur. Le miroir est là, ce n'est pas possible. On va donc devoir concevoir l'optique avec ce qu'on appelle une formule rétrofocus, un groupe divergent avec un groupe convergent. Pas mal de pop-up, on va pas revenir au collège, sinus, cosinus, tangente. Retenez simplement qu'il faut une formule un peu spéciale pour avoir une focale plus courte que le tirage, ce qui posait de gros soucis de développement, de production, de tarifs aussi simplement. Là, avec un tirage de 18 mm, le tirage RF, on se retrouve donc immédiatement avec la capacité de créer des optiques beaucoup plus simples, sans forcément utiliser la formule rétrofocus pour avoir directement une focale qui va bien avec le tirage dont on a la nécessité, et on se retrouve avec des petites merveilles comme ça. Ouais, l'autre truc qui change, c'est aussi la puissance du software. Quand ils ont mis le RF en place à la place du EF, plutôt les 20 mm plutôt que 18, mais normal parce que toi tu photographies en Nikon, alors tu On n'est essayes pas un 2 petit peu minutes de près. dévaloriser le produit. Surtout, ça fait plein d'aberrations chromatiques, comme tu l'as évoqué, et elles sont vachement retraitées par le boîtier. Et je pense que maintenant, on a des puissances de calcul, quels que soient les constructeurs dans les machines, qui permettent de dire ouais, pas de souci. Envoie-moi tes aberrations chromatiques en temps réel, je te les remets dans le bon ordre. Alors qu'avant, c'était un peu de la science-fiction, quoi, de se mettre dans ce genre de problème. Et donc, bah voilà, c'était pas facile de le concevoir probablement, parce que sinon, il y en aurait chez tous les autres constructeurs. Alors peut-être ça va venir, hein, peut-être demain, il y aura un Sigma 2410 f2.8, quoi, voilà, on verra. Alors, 1,3 kg et des bananes, c'est c'est lourd sans l'être beaucoup. Voilà, c'est quand même un beau bébé, surtout je pense pour un photographe. Pour Voilà, un photographe, ça va être peut peut-être être un peu lourd. Ouais. surprenant. Pour un vidéaste qui est habitué à des grosses caméras, pas du tout. Une C300 Mark II, ça fait presque 4 kilos. Donc le problème de l'optique, une FX9, c'est pareil. Enfin voilà, une C70, on va être à 2,9 kg équipé par exemple, avec un R5C encore moins lourd. Donc finalement, c'est pas si lourd que ça. C'est plus une question de répartition des masses, etc. Alors, on va être un peu sur l'avant avec un R5C, avec une C70, ça va être un peu plus équilibré. Moi, j'ai testé avec des tiges de 15 en ramenant un peu de poids derrière, c'est plus sympa. Mais en soi, voilà, ça se porte à une main sans problème. Et j'ai trouvé que la prise en main était pas... J'ai des petites mains et c'est pas horrible. Quand j'ai testé le 28-70 F2.0, qui est beaucoup plus gros en termes... Il est pas beaucoup plus lourd, hein, il fait presque le même poids, il fait 1,4 kg à la place d'un 1,3 kg, ça change plus grand-chose. Par contre, on a les mains comme ça, et c'est pas pratique, c'est pas agréable à utiliser. Là, on est sur quelque chose de l'ordre du 70-200, quoi, qui est bien connu. On est à peu près dans le même encombrement que la version EF, quoi. Pour effectivement du matériel cinéma ou institutionnel, ça me paraît vraiment parfait. Pour un zoom vidéo, il n'est pas très lourd, et pour un zoom cinéma, il est carrément léger. Ouais, le seul équivalent vraiment full frame que j'ai trouvé, c'est un Premista 2800 Fuji, qui fait 4,5 kg, dans les 45 000 euros, voilà, et qui n'a pas d'autofocus et pas de stabilisation. Il doit être très bien, il n'y a aucun souci, voilà, mais voilà, la concurrence, au niveau du poids au cinéma, elle est par là. En tant que photographe, notamment sur mes heures perdues, photographe de mariage, le poids va être quand même vraiment une problématique. L'encombrement un petit peu aussi, étant donné que si on ne peut pas circuler, on perd quand même une dizaine de centimètres sur 24 mm, ça peut se ressentir. Après, personnellement, je suis vraiment sur les focales fixes avec 2 appareils. En dehors du poids, il est clair que si vous avez la capacité physique de le tenir, vous aurez un objectif à tout faire. Et si vous appréciez les 24-70 d'origine, là, vous gagnez 30 mm et vous avez un Ça beau change petit pas télé. grand-chose en termes de poids, quoi, soyons honnêtes, parce que c'est déjà lourd, hein, 24-70 F2.8. On n'est plus à 300 grammes près, j'ai envie de vous... Enfin, à mon avis, voilà. Après, c'est hyper subjectif, ça. Le mieux, c'est de l'essayer pour s'en rendre compte, quoi. C'est bien que tu fasses, en tout cas, tu soulignes la contrainte photo, parce que Canon positionne cette optique pour répondre aux besoins des deux mondes, quoi. Le monde de la photo, aussi bien que le monde de l'audiovisuel, on va dire. Le cinéma ou la vidéo institutionnelle. Et d'ailleurs, vous allez retrouver, Canon a mis les 3 bagues emblématiques, ça c'est la nouveauté sur cette machine. Donc là, il y a une bague qui est entièrement décliquée façon Cinoche ou ENG, hein, caméscope, et l'iris bien sûr, là aussi, hein, vous avez pu les tombées de diaph comme en photo, et cette bague, vous pouvez la bloquer à tout moment, il y a un petit bouton pour la loquer, pour repasser en changement de diaph à la Canon sur l'épaule droite du boîtier le plus souvent, voilà, de le piloter. Et ça, c'est à la convenance de chacun. Du coup, c'est assez sympa quand on le tient comme ça dans un usage institutionnel. On va avoir une bague de zoom
que je trouve très soft et très progressive. Elle est précise à la fois, et c'est assez rare que ça soit agréable comme ça. Souvent, c'est trop dur, ou au contraire, tout. Et là, elle est franchement agréable. Donc, avec l'iris d'un côté, cette bague-là, et la bague de map, on se retrouve dans une configuration, en passant la main en dessous, qui est très Agréable. ENG, instit, etc. Il y a même la bague RF. Bon, là, c'est la faute Canon, hein, parce que tout ne fait pas de bruit. Les bagues, elles sont silencieuses. Et puis la bague RF, elle fait du bruit. Alors on peut la décliquer, mais c'est payant. Et ça, vraiment, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est dommage, mais ça se déclique au SAV, ou peut-être que Canon va revenir là-dessus à la mise en commerce. Voilà. Bon, après, ça change pas notre vie quand même, mais voilà, c'est un petit peu dommage. Et toi, par exemple, Hugues, qu'est-ce que tu en penses qui a plus l'habitude des belles mécaniques et des carrossages, parce que là, on est sur du plastique noble, certainement, mais c'est pas le même univers que ce que tu fréquentes le Qu'est-ce plus que je peux souvent. avoir l'occasion effectivement de réparer régulièrement? Moi, ça me paraît quand même un zoom de très bonne qualité, ne serait-ce que déjà sur le fait que rien ne bouge extérieurement. Ça va déjà vous garantir beaucoup moins de poussières qui peuvent rentrer à l'intérieur de l'optique. Typiquement, on a beau avoir un joint d'étanchéité au niveau des bagues ici, voilà. Tous les Burning Man pourront vous montrer que la poussière rentre, l'étanchéité c'est bien, le monobloc c'est encore mieux. Le reste des bagues effectivement est très fluide. On sent vraiment qu'il y a eu un travail dessus Sur de la bague de façon à ce zoom. que ce soit correct effectivement. C'est du bon matériel. C'est pas de l'aluminium magnésium sur tous les extérieurs. Ça semble être du plastique. Un bon plastique, sans un revêtement qu'on peut connaître qui parfois part en lambeaux. Enfin, on est sur du qualité Canon hein, Un quand peu. même. Et quelque chose que j'ai beaucoup apprécié en tant que photographe Ça, c'est cool. et qui Le collier de pourrait, pied que tu voilà. peux éjecter en plateau rapide, c'est pratique. Ce qui fait qu'avec le boîtier au niveau du torse, vous n'avez pas le balourd du système là qui vient vous embêter. Vous pouvez l'enlever. Et il y a une petite pièce qui va se mettre en dessous pour faire un support sur des tiges de 15. En fait, tu vois, tu as ce trou-là. En fait, voilà. C'est une petite pièce qui va venir pouvoir se poser en butée sur des tiges de 15 pour mieux répartir le poids. Voilà, elle est commercialisée à un prix scandaleux, je vous le dis tout de suite. Donc, je pense que Small Rig, moi, c'est ce que j'utilise. Ça marche très bien. Mais bon, si vous y tenez, je crois que c'est 350 € hors taxe. La petite pièce en métal qui avait une vis, quoi. Voilà, bon, en tout cas, c'est prévu, et ça c'est bien de la part de Canon, il y a un endroit pour pouvoir répartir le poids de l'optique sur les tiges de 15. Donc il y a vraiment une approche quand même dans l'ergonomie qui est très, au moins vidéo, si ce n'est peut-être même cinéma, quoi, parce que Un pour peu le ciné, mettre sur ouais. des tiges de 15, Un petit ah, 3/8 oui, t'as raison. Ouais. qui fait cinéma. On a souvent l'habitude d'avoir des 1/4. Là, en plus, on a un 3/8 de pouce. Donc, on peut se retrouver très facilement sur des plaques à décentrement ciné. Et puis, peut-être une dernière chose aussi. D'origine, on a déjà des boutons Ouais, t'as des boutons. préassignables au travers du boîtier Ouais. pour Ça, plein d'autres choses. on ne sait pas pour l'instant, parce que les firmwares sont pas encore sortis, mais voilà, pour l'instant, ça fait iFlock, ce qui est déjà pratique. Mm. On gèle la F et puis qu'on appuie dessus. Voilà, et tout nous laisse penser qu'on pourra attribuer la fonction qu'on souhaite, voilà, quand les firmwares seront arrivés sur les machines Canon qui pilotent le zoom. Sur le plan de l'ergonomie extérieure, il y a quand même un truc, et là tu vas pouvoir nous donner Mm. ton avis, c'est que la bague elle est focus by wire, la bague de poing, donc t'adores j'imagine. Moi, je suis partagé parce que donc c'est une bague qui n'a pas de butée mécanique. Voilà. On peut quand même, elle a deux fonctionnements qu'on va attribuer par le boîtier. On peut être soit lié à la rotation spatiale, c'est-à-dire qu'elle est totalement linéaire et qu'on va pouvoir du coup mettre un follow focus dessus et s'en servir ainsi. Sauf qu'il va falloir faire les butées manuellement puisque la bague a pas de butée. Soit on va être sur le fonctionnement par défaut qui est un déplacement non linéaire relatif à l'intensité qu'on y met, un peu comme un rocker de zoom. On peut appuie fort, va vite, puis voilà. Donc c'est quelque chose qui est assez compliqué à expliquer. C'est pas du tout bien quand on est en fiction avec quelqu'un qui est chargé de faire le point. Par contre, quand on est tout seul et qu'on va aller vite pour faire le point ou prendre son temps, bah c'est quelque chose Mm. qui est pas désagréable finalement. Chacun a un peu son expérience là-dessus, mais c'est une bague qui a une grande rotation, quoi. Elle est peut-être sur 300 degrés, on a du mal à le déterminer, mais elle est très très longue. Quand on est opérateur solo, des fois, C'est long. il nous manque une deuxième main pour finir le point. Et là, on pourrait être tenté de dire, bah, je le mets dans le mode par défaut du RF, qui est d'aller chercher tout de suite mon point en fonction de l'impulsion, je veux dire, de l'énergie, l'intention que j'y mets. Ça peut être pratique. Par contre, en fiction, bah, c'est no way, quoi, ce genre de bague. Effectivement, elle est smooth.
Et ils ont pris un parti de mettre beaucoup de rotation pour avoir une bonne précision. Peut-être un jour une mise à jour de firmware qui permettrait de choisir soi-même Ça serait top. l'angle de rotation. Ça serait top de dire Ça pourrait être genre, bien. je veux un court, j'en veux un plus lent. Ça serait... Et il n'y a rien qui s'y oppose. Soit au travers du boîtier ou Parce que avec une semelle parce que comme là, peuvent le faire d'autres ouais, concurrents. Ça serait top. ça serait top. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans le positionnement de Canon entre l'audiovisuel traditionnel et le cinéma, ça n'a pas été tranché, quoi. Tu sens ça, parce qu'il y a 11 lamelles dans l'iris, donc c'est quelque chose qui va faire un bokeh très rond, très cinoche, enfin, en tout cas comme on pense qu'il faut faire du cinoche maintenant, ça pourrait se discuter. Voilà, bon, l'intention est là, et à côté de ça, bah, il y a pas de gear pitch, quoi, pour pouvoir mettre un follow focus, des petits crantages qu'on trouve. Ils en auraient mis partout, là, ils en auraient vendu 2 fois plus, je pense, une optique cinéma. Et ça, alors, je comprends bien, Canon dit, bah, j'ai un moteur de zoom, pourquoi en mettre un autre et puis le point, il est fait par l'EF. Oui, mais du coup, c'est une optique qui est plus audiovisuelle, plus ONG, plus vidéo que cinéma. Alors en fait, bon, c'est très simple de remettre des gear pitch de 0,8 autour. Hein. Je veux dire, il y a 10 000 accessoiristes qui vendent ça. Je sais pas toi qui recommande. Bah justement, sur le focus, on peut rajouter une bague sans trop de soucis. Sur ce qui est du zoom, on pourra la rajouter uniquement sur cette Ouais, t'as raison, parce partie-là, qu'il est un peu... selon comment il est ouais. fait, puisque ici on est plus petit et qu'on a le collier de serrage qui va nous empêcher de passer une bague par là. Ou alors il faut la repasser sur les anciens systèmes à courroie C'est qu'on ça, pouvait tirer. ça marchait. Et en plus c'est sur le zoom, donc ce serait peut-être moins gênant, Ouais. puisque bah, on a moins d'amplitude, mais ça va peut-être déstabiliser certains, effectivement. Et peut-être le truc qui est cool aussi, c'est évidemment c'est un collier de pied. On peut le positionner comme on le souhaite. Si on n'arrive pas le sabot rapide, on peut le mettre dans la position qu'on veut. Et je crois que sur tout ce qui est ergonomie, on a fait le tour. Je précise que ce n'est pas le bouchon dans lequel il sera commercialisé, c'est un bouchon de collection. Je nous a envoyé Canon France et c'est sympa à eux, parce que comme ça, on pense à toutes les optiques qu'il y a eu avant aussi. Voilà. Donc sans doute il a un port-soleil aussi qui est très joli. Et on ne peut pas vous en parler, on ne sait pas comment il est. Et à titre personnel, même si le revêtement est un peu premium, un peu agréable, il est aussi ultra salissant. Je viens de mettre une trace de doigt dessus que je viens d'effacer. Donc pour les maniaques du chiffon, à prévoir, prenez une chiffonnette avec, pour que si vous voulez, qu'il soit toujours impeccable. Voilà. Mais sinon, bah, c'est bien construit, je suis d'accord avec toi, c'est plutôt qualitatif et on sait qu'on a une bonne optique entre les mains, a priori, quoi, sur le plan de la construction. On est vraiment sur une série L encore améliorée, notamment dû peut-être aux avancées sur le RF, mais on a vraiment gagné, je pense, en tout cas, un cran en termes de Je qualité. pense qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi une prise de conscience que, tiens, la vidéo, même pour les appareils photo, c'est important. Et chez Canon, c'est un changement de position intéressant et notable, je trouve. Et du coup, bah, toute la R&D s'est peut-être mise au service, qu'avant, il y avait les optiques Canon cinéma, voilà, les CNE, etc., qui ont une team dédiée et qui font des optiques bah, dans les mêmes prix que le Fuji dont on se parlait tout à l'heure, voilà, qui sont très bien, il n'y a aucun souci. Mais en photo, bah, du coup, on s'intéressait pas trop aux usages audiovisuels. Bon, là, par la force des choses, je pense que voilà, Tout s'entrechoque. voilà, tout le monde est au courant. Je sais quand même que c'est important de faire des films aussi avec des optiques photo. Et du coup, bah, celle-là, c'est la première peut-être qui va vraiment dans cette direction-là, dans les optiques qui sont plutôt d'ADN photo, j'entends. Maybe Z is the new L. Et oui, bah, t'as pas tort. C'est une Z qui est bien mystérieux, qui est plutôt d'ailleurs, on fait penser à un concurrent comme ça de prime abord. Voilà. Non, c'est un zoom. Tout à fait. Et c'est Z pour zoom, c'est très bête pour power zoom. Et alors on espère qu'il y aura une série qui bénéficiera de cet accessoire. Donc c'est quelque chose qui va venir se rajouter ici là sur les 4 vis qui sont là. Et alors il faut pas le voir comme un truc ENG qui va se prendre comme ça c'est pas du tout pratique avec AR5, etc. C'est vraiment vous passez la main en dessous et là vous aurez le plus et le moins. Et là, ça se défend un peu. Vous tenez le boîtier comme ça. Après, on l'a pas. On n'a pas pu le tester. On a vu des vidéos chez des gens qui l'utilisaient outre-Atlantique, voilà, ou même de l'autre côté de la Manche. Ça a l'air de marcher. Par contre, le prix, c'est pas donné. Quoi. On est quand même dans un petit millier d'euros sur la version de base. Oui. Il y a 2 versions, on va y revenir. Et faut que vous aimiez vraiment le zoom motorisé. Quoi. Je veux dire, il y a des alternatives beaucoup moins coûteuses chez plusieurs constructeurs. Alors là où ça peut se défendre, c'est s'il y a toute une série qui sort d'optique Z, 2 ou 3 en plus, je veux dire, vous pourrez très bien démonter l'accessoire et l'utiliser sur un autre, donc il y aura une sorte de forme de rentabilité comme ça, ou d'optimisation des coûts. Et la deuxième version de l'accessoire du zoom motorisé, et qui est encore plus cher, elle a une prise dédiée en plus pour aller mettre
les commandes de zoom ENG Canon, ce qu'on appelle la mobilette dans le, dans le métier, hein, qui sont des commandes de zoom très agréables pour aller piloter des rapports de zoom bien plus conséquents que là on est sur un petit 1x4 quoi. Et qui Je veux dire, doivent valoir le tarif de l'optique. voilà, mais c'est bien que ça soit quand même proposé, mais on se dit, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire une seule unique version à 1000 balles qui permet de tout faire? Voilà. À ce prix-là, on va quand même pas chipoter parce qu'il va falloir acheter la commande après qui sera. Mais C'est bon, ça. Après, pour certains loueurs de matériel institutionnel ou broadcast qui ont déjà beaucoup de commandes, et voire même des commandes un peu old school et qui ne sortent plus, ça peut être sympa de pouvoir dépanner ou même de faire sortir directement avec un opérateur qui connaît du 2 tiers de pouce, qui a l'habitude de ces commandes de 2 tiers de pouce et qui sera très heureux de ne pas changer ses commandes alors qu'on lui a déjà changé son optique. et peut-être le petit intérêt que moi j'y vois en plus, qui est un petit sujet à la mode, je crois, c'est les PTZ. Alors Mhm. voilà, il y a toutes les gammes chez tous les constructeurs, mais il y a aussi la possibilité de se dire, bah, je prends qui ma C70, qui ma FX9, enfin selon, et je la mets sur un RS3 par exemple, et je peux donc Très pratique. commander la caméra comme j'ai envie, et puis bah, je vais lui mettre une optique, et puis je vais faire le point soit l'autofocus, soit avec un moteur Mhm. déporté, et puis je vais pouvoir faire du zooming, soit avec un moteur de zoom intégré, et là, bah, si on peut le piloter, comme ça a l'air prévu avec l'app, pilote la C70 par exemple, ça commence à devenir une solution PTZ qui peut être assez sympa et intéressante, avec la F au touch sur sa tablette et la possibilité de recadrer au moteur. Alors ça fait une PTZ qui est un peu coûteuse, hein, mais c'est un chemin qui est d'avoir une image qui est un peu différente de la PTZ traditionnelle. Et je pense que là, ça peut avoir son intérêt, ce genre Totalement. d'accessoire. La parfocalité, c'est ne pas perdre le point lorsqu'on change de focale. Typiquement, en broadcast, on va avoir un bouton qui permet de faire un quick zoom, partir d'une focale où on était avec le bon cadrage, zoomer à fond. Tant que vous maintenez le bouton, vous restez à fond de focale, faites le point à la main, relâchez le bouton, le zoom revient à la focale précédemment utilisée de façon à avoir le cadrage avec le point. Optiquement, ce qui se passe, c'est que sur un optique ENG, vous allez avoir un variateur de zoom qui est un élément complet à part entière qui fait varier 2 ou 3 éléments optiques de façon à zoomer, avec un système de mise au point, avec un arrière, avec un iris. Là, en l'occurrence, comme sur beaucoup de zooms photo ou vidéo, on peut observer un déplacement complet. Ce qui veut dire que la parfocalité est obtenue par toute cette partie-là et pas juste par le variateur de zoom. En l'occurrence, elle est compensée électroniquement. Donc, a priori, selon ce que tu disais, Ouais, c'est des moteurs Canon qui vont compenser, qui vont garder le point en fait sur le sujet qui a été fait. Donc nous, on a fait quelques tests sur la testbox du repère. Je sais que tu en as fait toi aussi. mhm, Moi, ce que j'ai constaté dans ces tests, c'est que on va dire que c'est parfocal dans les faits à 90%, pas à 100%, parce que lorsqu'on va être à fond de zoom à 105, on va faire un point. Alors je les ai fait à live, que ce soit pas moi qui faut ce test. On a le point parfaitement d'après le boîtier, en l'occurrence c'était un R5C. J'ai dézoomé, et puis on a cette image qui est exploitable. On dirait on n'a pas besoin de refaire le point, mais si au touch on repasse sur le fond de la testbox, bah, on voit un petit changement de pointeur, et de fait l'image est plus quali. On l'a fait aussi ce test sur Camille, on a retrouvé pareil, on a un petit quelque chose. Alors, dans les faits, à mon avis, si on fait de la parfocalité, c'est qu'on est en condition un peu run and gun, reportage, documentaire, on n'a pas le temps de faire le point. Sinon, on peut toujours faire le point. Donc, à mon avis, l'image est suffisamment bonne pour pouvoir être utilisée comme ça. Il n'y a pas de problème. Peut-être même que c'est une question de firmware qui, pour l'instant, les caméras ne prennent pas en charge l'optique. Donc, peut-être ça va être amélioré, qu'il n'y aura plus du tout aucune différence en termes de petits points à la fin. Ça, on n'en sait rien. Et j'ai vu les gens de CVP qui ont fait un test qui était assez intéressant et que selon la vitesse de zooming, on pouvait avoir des variations dans le résultat du point qu'on arrivait à 24 mm par rapport à la vitesse à laquelle on était parti de 105. Toi qui l'as testé un petit peu à la mhm. boîte, qu'est-ce que tu peux nous en dire? J'ai pu observer sur Mir et à l'infini, donc avec un outil de contrôle, une légère perte de netteté, effectivement, qu'on pourrait presque attribuer à de la mollesse. Donc reste à voir maintenant effectivement les firmware, les mises à jour et les améliorations aussi, puisque by wire, compensation électronique, les premières versions sont
jamais les meilleurs. Après, faisons attention aussi, comparer un 2 tiers de pouce ENG à quelque chose comme 10 ou 20 000 euros, à un optique à 4 000 euros, ça peut être hasardeux. Alors bien sûr, l'autre est parfait, oui, mais vous rajoutez un zéro en plus. Peut-être, pour terminer là-dessus, il y a quelques années, un concurrent vert, en l'occurrence, a sorti sur du Super 35 un 1855 qui était parfaitement parfocal, qui coûtait, sauf faire de ma part, le même tarif que celui-ci. Donc, c'était il y a quelques années, mais Super 35 et pas 24-36 et 18-55. Ce qui est important, c'est l'usage finalement. Que ça soit optique ou pas. J'ai vu quelqu'un qui disait ça sur un forum, je crois que c'est Canon Rumors. Ce qui compte, c'est le résultat. Et ouais, il a raison. Je veux dire, est-ce que j'ai dézoomé, est-ce que mon image est exploitable? Moi, je dirais oui à 90%. Si vous avez le temps de refaire le point, elle sera meilleure. Voilà. Mais si vous n'avez pas le temps, elle sera suffisamment bonne. Et peut-être que petite marge de progression que tu as constaté aussi, voilà, et ben, parce que l'optique n'est pas du tout molle, on va y revenir, on va peut-être la récupérer avec une prochaine mise à jour de firmware, on va dire bah, c'est parfait, il n'y a pas de souci. Pour conclure peut-être là-dessus, c'est qu'il faut savoir que celui-là aussi, il est parfocal pareil, voilà, le 70-200, le 24-70 RF, et même le 24, le 105, le 27-105 F4, il est aussi parfocal pareil, hein, tant qu'il y a d'énergie pour alimenter le boîtier. Si jamais vous coupez l'alimentation sur ces quatre-là, le point est perdu, donc bah, voilà, il faudra refaire le point. Et ça peut être, si vous faites du trucage, des SFX ou des trucs un peu compliqués, ça peut être rageant. J'ai éteint la caméra, non. Voilà, et c'est la fin des haricots pour la parfocalité. Mais voilà. Et dans les tests que j'ai fait, moi aussi, j'ai constaté quand même que bah, c'était, peut-être pas celui-là, mais que le 24-70 f2.8 et le 70-200 gardaient un petit peu mieux la parfocalité à f2.8 que celui-là, et que F4, les résultats étaient comparables. Voilà, j'ai des images qui montrent ça. Alors après, c'est des tests. Voilà, de champ, peut-être. Voilà, exactement. C'est-à-dire que ça veut dire que quand même, eux, ils sont meilleurs peut-être en parfocalité F2.8 que celui-là. Alors, ils ont moins de marge de plage à couvrir. Et c'est pas illogique non plus. Et on se parle vraiment d'un petit rien, comme vous pourrez le voir dans les images qu'on a tournées. Je pense qu'il y a la plupart des gens peut-être qui diront ah bah elle est bien comme ça, et quitte à mettre un peu de netteté dans Resolve ou dans Premiere, et ça passerait parfaitement, quoi. Canon, il fait attention maintenant, c'est-à-dire que peut-être avant, ça arrivait plus ou moins par hasard, voilà, et qu'il n'y avait pas forcément une recherche de... Et là, c'est un point qui est mis en avant, alors que sur ceux-là, c'était pas mis en avant, alors que ça fonctionne pareillement, la gestion de la parfocalité. Ce qui est nouveau, par contre, c'est la prise en compte du focus briefing, c'est-à-dire cette respiration qu'on a quand on fait une bascule de point entre un premier plan et un plan plus lointain. On a l'impression, avec le déplacement de la lentille de mise au point, que ça zoome soit avant, soit arrière, bref, ça change le cadre. C'est rarement très joli, c'est rarement un effet à chercher, surtout quand c'est trop prononcé. Avant, c'était pas un sujet du tout, parce qu'en photo, on s'en fiche, encore une fois, le plus souvent. Ça doit peut-être embêter des fois quand même des gens qui font du studio avec du stacking de photos, mais bon, ça c'est pas mon sujet. Par contre, en vidéo, bah, ce changement, il est même enregistré. Donc en fait, on n'a pas deux états, on a entre ces états ce petit zooming qui est pas très joli. C'est une des premières fois où Canon l'évoque, c'est pris en charge par l'optique. On ne sait pas comment, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas prononcés si c'était entièrement optique, un peu optique, un peu software, on ne sait pas. Compensé par le zoom ou compensé électroniquement par un zoom, voilà, on ne sait pas, peut-être un mélange des deux. Alors déjà, c'est quoi le focus? Le focus, sur une majorité d'optiques anciennes, et même sur des optiques ciné d'aujourd'hui, c'est le déplacement complet de l'optique d'avant en arrière. Si on le déplace assez loin, ou si on met un soufflet ou une bague à longe, on obtient un rapport macro. Donc là, on a carrément fait un grossissement. Zoom. C'est ça, ce qui correspond au briefing. Les optiques qu'on va en avoir le plus, c'est souvent des optiques où tout se déplace. Là, en l'occurrence, on a une mise au point interne. Et quand je dis interne, c'est pas juste l'avant qui bouge d'avant en arrière, qui recule, c'est vraiment sous la mise au point. On peut donc penser que Canon a optimisé un maximum sa formule de façon à le réduire. Et après, l'électronique qui zoome ou qui dézoome dans le capteur, un petit élément en dessous, un petit élément dans le zoom qui vient compenser. On n'a pas d'informations aujourd'hui, on a les schémas, mais on n'a pas de schéma qui montre les mouvements des éléments optiques en fonction des courtes, des moyennes ou des longues focales. Donc tout est possible. Toujours aussi qu'on a essayé de le tester. Alors moi j'ai constaté, on a fait des tests à la Testbox, on a fait aussi des tests sur Camille, pour qu'on voit avec un vrai sujet ce que ça donne, qu'on fait une bascule de points et tout. Bon, et je dirais qu'entre 50 et 105, c'est assez discret, je trouve que c'est bien contenu, et vraiment il y a même des gens qui vendent des optiques dites de cinéma qui font moins bien, voilà. Par contre, entre 24 et 50, c'est plus notable. C'est loin d'être problématique, je veux dire, moi j'ai eu un Tamron, il faisait carrément un zoom, quoi. Voilà. On est sur quelque chose de discret quand même, comme vous pourrez le voir dans nos images d'illustration. Moi, je dirais globalement, c'est quand même bien pris en compte, et c'est quand même bien agréable.
On n'est pas à DxO Mark, hein, comme j'ai déjà dit plusieurs fois. Je me suis dit peut-être une bonne manière de l'évaluer, la qualité optique objectivement, hein, pas en faisant juste des images, ah, j'aime bien ou j'aime pas, c'est de passer tous ces objectifs à la test box sur une seule et même scène. On bouge pas la caméra, en l'occurrence c'est un 5C, et on va pouvoir donc juger à une exposition équivalente de la transmittance, c'est-à-dire de la lumière qui arrive concrètement sur le capteur, bah, qui va être fonction un peu du nombre de lentilles qu'il a pour l'arrêter en chemin et de quelle est la qualité de ces lentilles. Et les traitements. Et des traitements de ces lentilles. Et du coup, moi ce que j'ai constaté globalement, c'est que, évidemment, le 24-105 n'ouvrant qu'à f4, on n'a testé que par acquis de conscience à f4 les deux, mais ça présentait assez peu d'intérêt, si ce n'est de voir qu'il couvrait globalement la même plage de focale et que voilà, ça zoome, qu'est-ce qui se passe au niveau de la parfocalité, etc. Par contre, là où c'était intéressant, c'était avec le 24-70 f2.8 Canon, qui est quand même, en tout cas la version EF était un des meilleurs de sa catégorie, d'après pour le coup DxO, voilà. Et donc c'est de voir ce que ça valait un petit peu contre le meilleur, ce nouveau zoom. Et en termes de piqué, c'est toujours très difficile de se prononcer. Moi, je dirais que c'est globalement équivalent. Celui-là est un petit peu meilleur en termes de, au milieu en tout cas, et peut-être même sur les bords, mais c'est un petit peu. C'est pas flagrant. Et en termes de transmittance, ce dont je parlais, je dirais qu'il y a un dixième de diaph en faveur du 24-70. Enfin, maintenant, qu'est-ce que c'est un dixième de diaph avec les ISO qu'on a, etc. C'est rien du tout. Et ça, c'est une Rolls optiquement, hein, je veux dire. Donc, quelque part, on pourrait dire, par exemple, si on compare les deux, si tu veux le zoom de l'excellence, celui-là, il sera légèrement meilleur à 24, voilà, et à 70. Par contre, à 105, il y va pas. D'ailleurs, il n'y a déjà plus de comparo. Voilà. Et donc, on se parle juste de transmittance, etc. Il n'y a pas grand-chose. Et on a aussi testé avec le 70-200, qui est pareil, un haut de gamme chez Canon Photo. Et bah, on a à peu près le même résultat, c'est-à-dire qu'entre 70 et 105, on a testé aussi à 85, on a fait visuellement 24, 35, 50, 85, 70 pour la blague, et 105. Bah, des fois, il n'y a quasiment qu'une différence d'exposition, et des fois, elle est mineure. C'est-à-dire que c'est même pas un point de... Enfin, c'est un point de tirage en réseau, quoi. C'est vraiment pas grand-chose, quoi. Et donc, ça veut dire qu'il était relativement très bien construit, parce qu'il arrive à concurrencer bah, ses grands frères, quoi. Donc, par exemple, on pourrait très bien dire, est-ce que j'achète celui-là ou celui-là, parce que ça va vraiment être quelque chose qui va se poser. Bah, pour le coup, ça va être pas forcément être la qualité qui va être le point déterminant. Alors toi qui as regardé les MFT, bon, ils sont publiés par Canon, hein, mais il n'y a pas de raison qu'ils mentent plus sur une optique que l'autre. Voilà, c'est le même émetteur. Qu'est-ce que tu en penses Bah, on est vraiment sur les optiques nouvelle génération, qui sont quand même très 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 piquées. C'est simple, on voit jamais de courbe MFT ou MTF sur les optiques ciné. Pourquoi? Pas parce qu'elles sont pourries, bien qu'au final, sur une courbe MFT, une optique ciné serait pourrie, mais lookée. Le look, c'est souvent une perte de définition, c'est souvent une douceur Parce que sur la les netteté, coins. c'est aussi du contraste, finalement. Toujours. Le MTF comparant à la fois le piqué de l'optique et le contraste, on se retrouve avec un boubou-boulga qui vient bah, sur du papier pour du marketing. C'est très photo aussi, comme problème. Et c'est très photo. Parce que effectivement, c'est souvent très marketing de dire que celui-là est mieux que l'ancien. Si vous aimez l'ancien, bah, ma foi, s'il est mieux, il est plus défini, donc il est moins doux. Du coup, bah, certaines peaux seront trop définies, et comme Sandra Bullock sur Gravity, qui se plaignait justement de la définition 4K et des plans très rapprochés sur son visage qui lui rendaient pas honneur par rapport à sa peau. Et bah, quelquefois, un MTF en deçà, c'est largement, Oui, ça, mieux. on peut toujours mettre un fil de diffusion ou Une trace de prendre doigt. une Sandra Bullock plus jeune, c'est possible aussi, en speed. Voilà. Après, en tout cas, la conception 2405 ne met pas en péril la netteté ou le piqué, le On est sentiment vraiment sur le haut de de gamme. netteté de l'optique, et ça, voilà, et la transmittance, elle est très honorable. On verra bien ce que dit un jour DxO s'il le mesure, mais moi je prédis vers T3, hein, voilà, on n'est pas sur quelque chose voilà, c'est très honorable en fait, voilà, c'est plutôt bon. Notamment, peut-être, grâce aussi à un traitement anti-reflet situé sur l'avant-dernière surface optique, qui est extrêmement concave et qui aurait de former une image intermédiaire assez forte s'il n'était pas traité correctement, et du coup un flair assez piqué sur le capteur, qui ne serait pas forcément de bon augure. S'il était piqué, bah, c'est ce que vous voyez, les cercles qui se déplacent, qui sont assez beaux. Mais du flair, c'est aussi tout simplement une rehausse des noirs et de tout
de tous les niveaux, qui fait que d'un coup l'image en fait perd complètement en contraste et on perd en MTF. Bah là, on arrive sur le truc du look. Alors, c'est hyper subjectif, quoi. On a fait des images avec Camille. Moi, j'ai vraiment l'habitude de tourner vraiment beaucoup en Canon. Ça, c'est sûr, pas que, mais je connais bien, j'ai pas mal de matos aussi. Et c'est clairement l'optique la plus piquée chez Canon que j'utilisais. Canon qui, pour moi, fait des optiques pas trop piquées dans les fabricants photo, hein, j'entends. En général, les Sony, c'est beaucoup plus sharp, par exemple, et même les Fuji. Et bah, chez Canon, c'est plutôt plus doux. Et là, c'est piqué, mais c'est pas dans quelque chose d'ultra négatif comme ce que j'aime pas trop sur certaines optiques ou couple optique, hein, parce qu'après, c'est un couple à caméra, genre je sais pas, FS7 plus une optique Sony qui pique fort, j'aime pas trop l'image, c'est subjectif, vous avez le droit de bien aimer, il n'y a pas de souci. Et ben, on n'est pas dans cette accentuation un peu excessive, on est vraiment sur un piqué joli, plutôt moderne, voilà, qui va pas plaire à ceux qui aiment le vintage, clairement pas, mais, mais on est un cran au-dessus des autres. Enfin, j'ai même fait un multicam, je l'ai amené un peu sur un tournage, j'ai pas eu de problème particulier. Par contre, clairement, l'optique, elle était plus piquée. Il y avait un 70-200, l'ancienne version, la première même, le L, même pas stabilisé, et un Sigma 24-70, et clairement, c'était la plus piquée des trois, il n'y avait même pas de débat, quoi, j'avais un retour à thème, j'avais trois caméras, voilà. Et après, en termes de look, et ça c'est subjectif, j'ai vu que c'était plus chaleureuse que d'habitude. Canon c'est plutôt chaleureux, je trouve quand même, mais encore une fois c'est subjectif. J'ai trouvé un peu plus généreuse dans les tons chauds. Mais voilà, c'est mon sentiment, on va dire, on va être là-dedans. Donc on a regardé ces histoires de 11 lamelles, de bokeh, et bah, moi je trouve ça plutôt joli. Après, il y a un truc qui est particulier sur le zoom, je sais pas si tu l'as remarqué, c'est selon la plage focale qu'on va utiliser, dans les coins, le bokeh va avoir une forme vraiment différente, quoi. C'est-à-dire que je dirais que 24, 35, 50, on va être sur quelque chose qui est assez rond. Et puis, je parle bien des coins de l'optique, hein, pas du centre, ça va rester bien rond et tout. Mais quand on va aller zoomer plus, on va avoir des formes qui vont être un peu plus ovalisantes, œil de chat, quoi, comme on dit. Et bon, c'est un look, c'est très typé Canon, quoi, pour le coup. On aime, on n'aime pas. Moi, j'aime plutôt, mais voilà. Après, si vous cherchez des trucs plus doux, plus vaporeux, bah, encore une fois, vintage, ça va pas être la bonne optique pour vous, à mon avis. Et on a testé les flares aussi, que tu as pu voir. Qu'est-ce que tu en penses moi, je trouve qu'ils sont bien maîtrisés. Ils sont extrêmement bien maîtrisés, effectivement. Il ne faudra pas compter sur les flares pour avoir de l'effet, une perte de contraste. Vous pourrez faire des contre-jours en ayant un petit peu de flair, tout en gardant quand même une très bonne définition. On est sur l'optique nouvelle génération, extrêmement calculée, extrêmement optimisée, avec de très bons anti-reflets. Ouais, c'est-à-dire qu'elle se positionne de base plus vers une représentation objective de la réalité C'est de la ça. meilleure manière possible que pour donner un look très, très, très particulier à un film et lui donner un caractère vintage ou je sais pas, c'est pas du tout, c'est pas son propos. Après, avec des filtres, avec ce qu'on peut faire maintenant en post-production, c'est pas forcément non plus impossible de lui donner du caractère, mais ce sera Au pas contraire, ouais. analogique. Voilà, ça sera totalement, on partira sur une base, on va dire plutôt neutre qu'une base très marquée. Mais après, ça c'est un peu Canon photo, c'est un peu leur ADN, donc on n'est pas très surpris, quoi. Bref, pour tout ce qui est qualité d'image, quoi, de ce qui est dans cette optique, moi je pense que on peut dire que ouais, on ne sacrifie rien à prendre le 24-105 par rapport à avoir un couple 24, 70, 70, 100, à part évidemment qu'on ne pourra pas aller à 200. Hein. Ça, je vous parle vraiment sur les mêmes focales, à focale égale. Ça ne va pas changer notre pratique ou de la photo ou de la vidéo. Et du coup, c'est un vrai choix de dire bah, j'ai qu'un zoom à tout faire. Il est peut-être un peu plus lourd, mais j'en ai qu'un. J'aurais pas besoin de le changer et je vais pouvoir faire entièrement mon reportage, mon docu, mon clip, ma fiction avec une seule de ces bestioles. Ou alors j'en prends deux. Voilà, si je veux des zooms. Et à part le range, à mon avis, sur le plan de la qualité, il n'y a rien à perdre à aller vers le 2405 f2.8 et ça quand même bah, Canon réussit un peu son pari là, parce que si ça avait été beaucoup moins bon, on aurait pu se dire bah non. Et là, il n'y a que vraiment les gens qui recherchent l'excellence qui vont aller là-dessus. Et du coup, peut-être qu'il ferait bien d'aller sur des focales fixes. Alors le truc qui est intéressant aussi sur cette optique-là à souligner, évidemment, il y a l'autofocus, voilà. Et l'autofocus, il est totalement silencieux, il fait pas de bruit du tout, extrêmement, ça marche super bien avec le R5C, le R5 et la C70. Enfin, ça marche pas moins bien que les autres optiques Canon que je connais, peut-être même mieux, et ça fait aucun bruit, quoi.
il y a certaines optiques Canon où à la mise au point vous allez entendre du bruit, et là c'était super bien géré à ce niveau-là. Donc on est un peu dans un esprit encore broadcast ou ENG, machin. Donc ça c'est la nouvelle intéressante. Et dans le même esprit, il y a la stabilisation qui fait aucun bruit non plus. Ça, c'est aussi très appréciable. Il y a des optiques Canon, il faut voilà, pendant tout la stabilisation. C'est très bien si il y a un ingénieur du son qui prend le son ailleurs. C'est plus embêtant si, si le son est sur le boîtier, quoi, ce qui n'est jamais une bonne chose, mais des fois on n'a pas le choix. Donc ça, c'est déjà des choses à souligner. Après la stab, on l'a évalué. Ce que j'ai constaté tout de suite, c'est qu'on n'a pas ce wobble effect qui est vraiment désagréable sur les grands angles Canon, où on a de l'ondulation. Voilà, sur les images, c'est irrattrapable en post-production, etc. Et là, j'ai pas eu ce problème-là. Éventuellement, l'image elle flotte un peu, il y a un lag, on l'a testé avec l'IBIS du R5, on l'a testé avec la stabilisation électronique du R5C, deux technologies. Ça donnait des bons résultats, j'ai trouvé dans les deux cas. Bon, arriver à 50 sur des marchés, ça commence à être 50 mm de focale, ça commence à être vraiment difficile, mais j'en ai fait quelques-uns. Voilà, ça commence. Et puis vraiment, c'est pas mon point fort. Enfin, moi j'aime bien le Steadicam. Je suis pas ceinture noire de caméra à l'épaule, mais j'ai fait ce que je pouvais et j'ai trouvé que, par contre, c'était une des meilleures stabs dans les optiques photo Canon que j'avais utilisées. Enfin, j'ai envie de vous dire, il n'y a même pas photo, quoi. On est largement un cran au-dessus. Il y a vraiment cet ADN broadcast ENG qui fait qu'on va pouvoir utiliser la stab optique sans problème, quels que soient les plans qu'on fait, et ce qui n'est pas forcément le cas des autres optiques Canon, et ça c'est quand même appréciable qu'il y ait eu des avancées là-dessus, quoi. Ben moi, je trouve que le tarif, qui est dans les 3600 € TTC, si j'ai bien compris, Hors accessoires. hors accessoires qui peuvent pour certains être extrêmement chers, même tous, plus ou moins, ils sont tous chers, ça on a déjà évoqué. Je me rends compte que c'est une somme, il n'y a pas de souci, mais compte tenu du service que ça propose, ben, je trouve pas ça très cher. Je m'attendais que ce soit bien plus cher que ça chez Canon. C'est-à-dire que si on prend ces deux-là, voilà, déjà la messe est dite. Donc je suis plutôt surpris en bien. Voilà, je trouve que c'est contenu. C'est aussi un tarif qui va récupérer toutes les focales d'une série fixe, tout à 2.8. Donc effectivement, une série fixe, en général, c'est plus un 2.2, 2, 1.8. Mais avec les caméras qui montent très fort en ISO, bah, l'ouverture est un peu moins problématique à ce niveau-là. Vous perdrez du bokeh, mais vous ne changerez pas vos optiques. Mais par contre, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir 7 optiques sur 2 caméras en même temps. Contrairement à une série fixe où vous pouvez avoir plusieurs caméras. C'est toujours des choix. C'est un très bon tarif. Je pense notamment aussi à des concurrents comme le Laowa 2500 qui est vraiment ciné, donc pas d'autofocus, d'écrantage qui permettent de mettre des moteurs de pointe avec une commande HF, donc c'est un travail complètement différent. On a eu l'occasion d'en discuter beaucoup. À mon sens, si vous hésitez entre ce Canon et le Laowa, c'est probablement soit que vous êtes vraiment multitâche ou soit que vous avez un problème de cahier des charges. Elles sont vraiment différentes. Les deux sont très bien. Au niveau de l'entretien, le Canon sera entretenable par Canon, beaucoup moins par Ah oui, du coup. des comme moi. Le Laowa sera beaucoup plus périn dans le temps à choc égal, hein, bien sûr, Ouais, bien ou sûr. à non-choc, ce qui est encore mieux, et entretenable strictement par rapport à l'usure, etc., etc. Le Laowa est parfocal d'origine, comme tous les optiques ciné, mais il demande un calage. Donc si vous changez de caméra, si vous montez en altitude, si vous changez de température, Et puis ce calage, vous ne l'aurez plus. il est Super 35. Et il est Super Ou 35. F4 avec une lentille qui s'ajoute, donc c'est quand même pas exactement le même usage. Beaucoup plus gros, beaucoup Voilà. plus lourd. Vous voyez, encore une fois, pas de Mais meilleure c'est peut-être optique. une question de positionnement en fait. C'est ça. Peut-être si j'étais loueur, j'aurais intérêt à prendre l'AOA, parce que je pourrais le mettre en PL chez tout le monde à peu près, et puis je pourrais le faire réparer par Huguefort ou par quelqu'un d'autre, voilà, et ça serait un bon investissement pour 20 ans. Maintenant, si je suis opérateur solo de doc, non, il vaut mieux que je prenne ça, c'est plus léger, ça va me faire le point tout seul, et je serais bien content. Après, bah, entre ces deux extrêmes, chacun se positionnera comme il a envie. Et ce qu'on peut quand même souligner, c'est qu'il y a un truc dont on est sûr, c'est qu'on est en monture RF, Oui. et ça, bah, ça a la spécificité de nous ramener qu'avec deux constructeurs de caméras, en tout cas pour l'instant, c'est Canon, bien sûr, qui fait du RF, et nous avons Red aussi qui fait du RF, et sinon, bah, vous ne pourrez pas la monter ailleurs, voilà. Ou alors avec des trucs un peu scabreux, notamment on essaie de la monter sur le banc optique de Hugues, bah, on J'ai n'a pas la pas trouvé monture. de solution simple pour y arriver, voilà. Donc vous aurez les mêmes problématiques si vous avez d'autres montures que RF. Donc déjà, bah, si vous n'êtes pas chez Canon, ou si vous n'êtes pas chez Red, ce zoom a très peu d'intérêt, si ce n'est que vous savez que maintenant, peut-être votre constructeur peut en faire un aussi. Voilà, c'est pas impossible, mais il faudra être patient, quoi.
tout fait sens à utiliser qu'une Canon, parce que la bague, elle est focus by wire, vous allez pouvoir la paramétrer depuis le boîtier. L'autofocus ou la stab, elles vont travailler conjointement ensemble. Les aberrations chromatiques, elles seront retraitées par le boîtier Canon. Pour l'instant, le firmware prend pas tout à fait en charge tout ça, parce que juste, il n'est pas encore sorti. Mais il va sortir et bien prendre en charge toutes ces options-là. Et l'optique, elle est vraiment faite dans cet usage-là. Il n'y a rien de manuel, il n'y a rien, les boutons attribuables, vous ne pourrez pas les attribuer si vous n'avez pas accès par le firmware. Si vous avez une RED, et nous, on a testé avec la Komodo X, alors, ça marche, on a mis l'optique physiquement dessus, on avait une image qui était plutôt jolie, là-dessus, pas de souci, voilà. Après, ce qu'on a vu, c'est que déjà, le fonctionnement de la bague de mise au point, il était complètement erratique, et on s'est dit, c'est peut-être cette optique-là qui vient de sortir, donc on a monté une autre, voilà, le 2470 f2.8, eh bien, c'était pareil, on avait des fonctionnements qui étaient ni linéaires, ni rien, qui sautaient des paves, c'est très difficile à décrire, donc chez Red, il y a un peu de software à faire. On a vu que l'autofocus était fonctionnel. Alors, je vous le dis tout de suite, on est à des années-lumière de ce que fait Canon ou ce que fait Sony, ou même peut-être même Panasonic. Voilà, il y a encore du travail à faire. Enfin, déjà, si la bague RF, elle n'est pas prise en charge, faut quand même pas demander la lune pour l'autofocus. Ne comptez pas trop dessus tout de suite, quoi. Les gars, si vous avez une Komodo ou une Raptor, ça marche physiquement. Moi, j'irai pas sur un tournage avec comme ça. Au-delà de ces histoires de bugs, parce qu'on peut dire que c'est de l'ordre du bug, et c'est pas la première fois qu'il y a un bug chez Red, et ça va s'arranger, pas de souci. Vérifiez-le avant. Il y a quand même la gestion des aberrations chromatiques qui est liée au design de l'optique, elle est entièrement prise en charge par toutes les machines Canon, enfin en tout cas avec le prochain firmware qui va sortir, même en RAW du coup. Ça ne sera pas le cas chez Red. Donc ça, vous aurez la problématique. Donc sur le papier, vous aurez un 2405 f2.8, ça marche, mais peut-être que vous aurez des déceptions. Il faudra peut-être faire un essai caméra sérieux. Alors après, franchement, rien n'empêcherait, hein, parce que s'ils ont la monture, c'est qu'il y a un accord avec le constructeur, avec Canon. D'ailleurs, à mon avis, s'il y a du RAW compressé en interne chez Canon, c'est qu'il y a un accord avec Red. Donc il n'y a rien qui s'opposerait à ce qu'ils se parlent et qu'ils fassent quelque chose qui marche très bien ensemble, et ça pourrait sortir très vite en fait. Hein. C'est juste du software, c'est pas une autre possibilité. Et par exemple, même tu vois, la petite mise au point, le petit assistant de mise au point Canon, qui permet en manuel de savoir si tu as le Les petits point ou pas. triangles. Voilà. Chez Red, ça marche pas. Ah. Et c'est quand même dommage, parce que il y a un autofocus dans mature. la Red, et la monture elle le permet, l'optique aussi. Enfin, voilà. Tant qu'on est dans les problèmes d'usage du RF, alors on se parlait de Red, mais chez Canon, tout n'est pas parfait non plus. Il y a une sorte de paradoxe, et tu vois, les machines très haut de gamme chez Canon, donc c'est la C700, qui est plus vraiment à la mode, mais c'est la C500 Mark II ou la C300 Mark III, qui ont des multiples sorties de SDI, un HDMI, enfin, tu vois, des vraies caméras de cinéma, qui sont en EF, voilà. Et ça, c'est quand même un peu un paradoxe, quoi, parce que on va dire que la seule caméra pour bénéficier de filtres ND internes, parce qu'il y a tout qui est NG sauf les filtres ND. Donc du coup, moi je l'ai monté sur C70, c'est très agréable, on a une caméra qui a tout dedans. Mais sur R5, il va falloir remettre un filtre devant, voilà, pour pouvoir, ou une matbox, voilà, pour pouvoir filtrer. Donc alors que il suffirait qu'il y ait une C500 ou une C300 Mark III et Mark IV respectivement qui sortent en RF pour pouvoir utiliser cette optique, ce qui n'empêcherait pas un R3 ou un R8 de la monter, hein, c'est pas le souci. Mais voilà, donc est-ce que c'est signe que Canon va renouveler son haut de gamme, ou en tout cas c'est signe qu'il devrait le faire à mon avis, sortir une très bonne optique qu'on peut pas monter sur ses meilleures machines. Je trouve ça un petit peu paradoxal, quoi. Pour ma part, voyant du Canon arriver, je crie au scandale. À chaque fois que je les touche, j'en suis quand même à chaque fois très content. C'est toujours une qualité assez excellente. En tant que photographe, j'ai pas été convaincu de par l'encombrement, le poids, le tarif aussi. Dès que j'ai switché en tant qu'opticien cinéma, je me suis rendu compte qu'effectivement c'était un très bon zoom, qui n'est pas non plus un zoom ciné, de par conception, de par résistance, de par entretien, mais qui n'a pas le tarif d'un zoom ciné. Donc pour moi c'est un très bon optique. Encore une fois, regardez bien la fiche technique, testez-le et achetez-le si vous accrochez, parce que oui, je pense qu'on peut dire qu'il n'y aura aucun souci. Canon a un très bon service après-vente, les pièces c'est 10 ans, donc allez-y. Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce que tu viens de dire, si ce n'est une seule chose à la limite. J'en ai pas du tout besoin, parce que j'ai plein d'optiques, Canon ou pas Canon, et pourtant, je l'ai utilisé, voilà. Et je me suis dit, oh, j'aimerais bien en avoir un quand même. Donc ça prouve que c'est quand même un objet sympa, quoi. Et donc, je suis assez content d'avoir pu le tester, d'avoir pu en parler. Puis on espère que ça vous aura plu, notre petit retour à ce sujet. Et puis,
Si t'intéresse, bien. moi j'ai un gros sac à dos. Hein. T'as un gros sac à dos, mais ils vont nous retrouver chez Canon. Ah, ils savent où on habite. Ils nous connaissent un peu. Bah, vous nous retrouverez peut-être avec, en prison, avec Hugues, avec, avec une optique qui n'est pas à nous. Passez nous voir, amenez-nous autre chose que des oranges, un truc plus sympa, un truc fort. Du vin chaud, Hein, Hugues? du vin chaud, pas mal. Ouais. Et puis on vous dit à bientôt.